Bon voilà, j'ai fini de regarder Marvel The Defenders, donc le point culminant de la phase 1 du Marvel Cinematic Universe en télé, donc de Marvel Netflix. Et donc on va faire le point sur cette phase 1. C'est important, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas regardé Iron Fist parce que les critiques, il y a eu plein de mauvaises critiques. Pour regarder Marvel The Defenders, c'est obligatoire d'avoir vu Daredevil saison 2 et Iron Fist. Donc vous devez les regarder avant. Tout comme vous devrez regarder Marvel The Defenders pour pouvoir comprendre la prochaine saison de Daredevil et la prochaine saison de Iron Fist. Vers la fin de cette vidéo, il y aura un petit peu de spoil, mais je le ferai vers la fin, quelques spoils mineurs puis plus importants. Mais je vais indiquer à partir de le temps auquel il y aura les spoils. Donc arrêtez avant ce moment-là. Et puis allez regarder la série, et puis vous revenez, comme ça me fait des vues supplémentaires. C'est bien. Je vais rapidement, parce que d'une certaine manière tout a déjà été dit, revenir sur les différentes séries. Alors dans le cas de Daredevil, effectivement c'était une grosse claque dans la gueule, surtout qu'on avait des mauvais souvenirs du film avec Ben Affleck. Et là on s'attendait pas à ce qu'une série estampillée Marvel soit avec autant de budget. Et soit un truc un petit peu avant, comme série marquante, il y avait eu True Detective, et là on avait quelque chose qui arrivait de vachement bien réalisé, hyper soigné, inventif dans sa mise en scène des scènes d'action, sauf que c'était quand même vachement pompé sur le style de Gareth Evans. Moi j'avais dit que c'était du Gareth Evans du pauvre. Ça pouvait sembler négatif ce que je disais, mais en fait pas du tout. C'est juste que c'est une série télé, il y a quand même moins de budget et moins de temps que pour un film cinéma. Donc en fait, c'était limite un compliment, tu vois, dire que c'était du Gareth Evans du pauvre. Alors pour ceux qui connaissent pas, Gareth Evans c'est le gars qui a fait The Red Redemption, The Red 2. Si vous n'avez pas vu ces films, je vous les conseille. Et avec le même acteur et le même style de réalisation, dernièrement il y a eu Headshot, qui est vachement bien aussi. Sauf que ça se prend moins au sérieux, c'est plus les méchants grimaçants et qui tiennent leurs armes à feu de manière ridicule. Mais je vous conseille en tout cas les films de Gareth Evans. Ce qui était aussi original au niveau de Daredevil, bon, c'était rated R, donc ça s'adresse aux adultes, c'est violent, c'est crasseux surtout. C'est pas seulement sombre, donc c'est crasseux comme univers, etc. Et donc justement, je trouve que on n'a pas envie d'être Daredevil, tu vois, quand tu regardes Batman ou des trucs comme ça, Batman il est riche, il a des super gadgets, c'est un justicier, d'une certaine manière, tu fantasmes un petit peu, tu vois, quand même sur les personnages de justiciers. Ici, son univers est tellement malsain, et aussi il ramasse tellement dans sa gueule, que t'as pas envie d'être lui. T'as pas envie d'évoluer dans son monde, quoi. Tu te dis, y a de quoi devenir fou, quoi, un monde comme ça. Et puis aussi, bon, voilà, souffrir, quoi. Alors, ça s'inspire vachement des origin stories que Frank Miller avait fait, qui en son temps étaient effectivement assez marquantes parce qu'elles étaient longues, c'était des origin stories assez longues. Et aussi, ce qui était particulier, c'est que, et qui m'avait un petit peu déplu quand je les avais lus à l'époque, c'était que on le voyait pas en costume. C'était hyper bizarre de ne pas voir le. Mais évidemment, c'est ça, c'est les origin story. Mais quand t'es gosse, c'est un petit peu décevant. Bon, moi j'avais découvert cette BD avec une réédition, donc c'était vachement plus tard. Et ça avait quand même déjà fort vieilli. J'avais beau essayer de faire l'effort de remettre ça dans son contexte de quand c'est sorti à l'époque. Ça avait fort vieilli. Et là, je trouve que ce qui est bien, c'est que pour moderniser le truc, ce qu'ils ont fait, c'est mélanger les origin story que Frank Miller avait fait avec le style que Frank Miller a eu plus tard sur d'autres séries. C'est-à-dire que c'est un mélange de donc Daredevil et de Sin City. Ce qui était très fort, c'est d'avoir rendu appréciable un personnage comme Foggy. Il est sympathique, parce que, je veux dire, franchement, c'est un des sidekicks les plus nuls dans l'univers Marvel, quoi. Il est chiant, quoi. Moi, il faut dire qu'à l'époque où je suivais réellement tout l'univers Marvel, c'est-à-dire au début de la seconde moitié des années 90, eh ben, une des séries les plus nulles, c'était Daredevil. Hein. Franchement, sérieusement, c'était une série à chier, quoi, à ce moment-là. Alors qu'effectivement, j'avais lu des rééditions de certaines histoires de Frank Miller, j'avais lu surtout pas mal de rééditions d'histoires d'Electra, qui sont d'ailleurs compilées dans ce gros recueil qu'on voit derrière moi. Mais encore plus fort,
rendre aussi appréciable Fisk, le Kingpin. C'est franchement le super vilain dont les gens en ont rien à foutre. C'est le super vilain qui est nécessaire à ce genre d'univers. Tu vois, dans un univers de super-héros, il y a toujours des trucs récurrents. Il y a toujours un monde perdu avec une jungle avec des dinosaures. Il y a toujours l'Atlantide. Il y a toujours une société du type Hydra ou la main. Et il y a toujours un gros chef mafieux. Enfin, il y a la mafia et il faut un gros chef mafieux au-dessus de cette mafia. Le Kingpin, c'est le personnage nécessaire. Mais dans le comics, j'en ai, mais alors, rien à foutre. Et là, ils l'ont rendu... Enfin, Vincent D'Onofrio le joue hyper bien, quoi. Il lui a donné vraiment un style, une particularité. Ça peut en énerver certains, parce que, fort de parler un peu comme ça, tu vois, un peu comme s'il était César dans La Planète des Singes, là, dans les nouveaux reboots, enfin, dans les nouveaux films, ça peut en énerver certains, mais en fait, c'est ce côté un peu assuré de parler, presque limite bègue, c'est quand même un signe de sociopathe, hein, donc je trouve ça bien joué, cette idée d'avoir fait ça. Jessica Jones, donc en fait un personnage dont ça, je n'en savais strictement rien. J'ai pas lu d'histoire avec elle ni rien. Je savais certaines choses quand même en lisant les Avengers par rapport à Luke Cage et tout ça, je savais certains trucs que je ne vais pas révéler ici. Je m'étais dit que Daredevil, ce serait la série pour, un peu comme pour Iron Man au cinéma, la série pour lancer le Marvel Netflix, les séries Marvel Netflix, et qu'en fait, les suivantes seraient moins bonnes. Et en fait, pas du tout, quoi. Je me suis gouré, Jessica Jones, j'ai trouvé ça encore mieux. Bon, après, les goûts, les couleurs, mais moi j'ai trouvé ça encore mieux, quoi. Encore mieux foutu, hyper bien réalisé, etc. Donc c'est un thriller psychologique avec du fantastique. En fait, c'est pas une histoire de super-héros, hein. Moi j'ai pas vraiment vu une histoire de super-héros, sauf que, et donc ça j'en viens aux éléments négatifs, malgré que je dis que c'est la série que j'ai préférée, hein. C'est que, en fait, Daredevil, chaque fois, à chaque saison, les 3-4 premiers épisodes, 4 premiers épisodes sont mieux réalisés que les autres. Pourquoi ? Parce que généralement, il montre, il y a tout un tas de critiques qui ont droit à voir les 4 premiers épisodes des séries. Les séries Netflix, c'est comme ça. Voir les 4 premiers épisodes avant que ça sorte, pour pouvoir faire une chronique. Et donc, ils mettent le paquet sur les 4 premiers épisodes. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi tous les critiques qui, eux, n'ont pas eu droit, tous les blogueurs, tous les youtubeurs, etc. Ils savent très bien que tu regardes, en fait, ils sortent les feuilletons. Les gens s'empressent de regarder les premiers épisodes. Le premier soir, ils regardent 3-4 épisodes. Et puis, ils vont vite, les professionnels, entre guillemets, ils vont vite faire un article disant ce qu'ils en pensent avant d'avoir terminé la série, en fait. Donc, il faut mettre le paquet sur les premiers épisodes. Il y a quand même une exception au niveau de la... Donc, je dis les scènes d'action les mieux réalisées sont dans les 4 premiers épisodes. Dans la saison 2 de Daredevil, il y a quand même plus tard la scène de prison avec le Punisher qui est quand même vachement bien foutu. Donc c'est un peu la seule exception. Dans le cas de Jessica Jones, c'est autre chose, c'est que plutôt il y a une baisse de rythme après les 3 premiers épisodes, je crois, ou les 4 premiers épisodes, je sais plus, il y a une baisse de rythme dans la série, c'est un peu plus posé. Alors un des autres points faibles, c'est que je trouvais que le jeu des acteurs était inégal, c'est-à-dire que dans toutes ces séries, la plupart des acteurs, ils jouent super bien, et dans Jessica Jones, il y avait certains acteurs qui étaient en dessous, je trouve, et ça créait un décalage, et c'était le cas avec l'acteur qui incarne Luke Cage, qui, je me disais, il a le temps de s'améliorer avant d'avoir donc sa propre série, et dans sa propre série, il est déjà meilleur. C'est pas un acteur génial, mais il est correct pour jouer le rôle qu'il doit faire, quoi, et dans Marvel The Defenders aussi. Donc, voilà, c'est bien, les gens s'améliorent, c'est bien. Mais le mieux dans Jessica Jones, qui rend les choses encore meilleures, c'est que, là, encore une fois, le super vilain est excellent, est hyper bien joué et développé. C'est bien de voir des séries au cinéma. On leur a reproché chaque fois de faire des méchants qui n'étaient pas développés ou qui étaient inintéressants, qui étaient insipides. Moi, voilà, je suis bien content de voir des bons super vilains. Dans les points négatifs, il y avait aussi le fait que je trouve que ce qui se passait avec l'agent Thompson, par exemple, était plutôt sous-développé, et ça, c'était justement un peu kitsch, c'était vachement dans le style comics, délire de comics, c'est des trucs un petit peu kitsch, etc. Donc voilà, mais
je leur dis, ça m'a absolument pas gâché la série. Hein. Je veux dire, des fois, je lis un roman, c'est une grosse brique. Sur le temps d'une grosse brique, j'ai le temps de relever plein de moments où je m'ennuie, de trucs, de coïncidences énormes, de choix scénaristiques un peu douteux, et que finalement, j'arrive à la fin et que j'adore complètement ce roman. Hein. Ça me fait le même effet avec Jessica Jones. Alors, Luke Cage. Luke Cage, ça met beaucoup plus de temps à s'installer. C'est l'inverse des deux séries que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que les premiers épisodes, bizarrement, ils sont lents, ils sont pas très prenants. C'est niveau réel, etc., c'est en dessous des deux autres séries. Mais par contre, après, c'est après que ça devient vraiment prenant, etc. Et tout. Ils prennent leur temps, mais après, t'as vachement envie de savoir la suite, ce qui va se passer, etc. Il y a là aussi le combat final, il est un petit peu kitsch, ouais, le truc bien comics, etc. C'est un petit peu kitsch. Un élément que j'avais vachement bien aimé, c'est quand il donne des explications scientifiques à ses pouvoirs. Qui a vraiment pourquoi est-ce qu'il a la peau si dure, etc. De donner une explication à ça, j'ai trouvé ça vachement fort. Les critiques ont été bonnes hein, pour cette série. Finalement, il n'y avait pas trop de déçus malgré cette lenteur au début et malgré que je trouve moi clairement que c'est en dessous. C'est parce que faut dire que aux États-Unis, vu l'actualité américaine à ce moment-là, faire une espèce d'hommage à la blaxploitation, c'était ce que les Afro-Américains avaient envie de voir, c'est ce que plein de gens avaient envie de voir. Donc, d'une certaine manière, je pense que l'actualité aurait été différente aux États-Unis, les critiques auraient été moins bonnes en fait. Au niveau du méchant, je veux dire Cottonmouth, bah, il est très bien interprété aussi, mais malgré tout, moi je le trouve pas. Il y a des gens qui trouvaient que c'était à la hauteur de Fisk et de tous les vilains de la phase 1 Marvel Netflix. Moi je trouve ça un peu moins intéressant. Ouais, il a essayé aussi de lui donner, il a tout le temps un tic avec sa bouche, donc ouais, il a essayé de lui donner un petit effet comme la manière de parler de Fisk dans Daredevil, mais je trouve ça un peu, justement un peu surjoué, un peu énervant. Et moi j'ai écrit un article hein, en fait sur Luke Cage, donc je mettrai le lien dans la description, donc vous verrez plus en détail ce que j'ai pensé de Luke Cage. Et quand ils avaient annoncé leur phase 1 Marvel Netflix et que j'avais vu les différents personnages qu'il y aurait, j'avais dit qu'il y aurait les filles du dragon. Et elles y sont. Maintenant, on verra si j'essaye de prédire dans la saison 2 d'Iron Fist, peut-être Shang-Chi. Il y aura, je sais pas, peut-être. On verra. Alors Iron Fist, la série dont on a dit beaucoup de mal et que là-dessus beaucoup de gens n'ont pas regardé, ou certaines personnes voyant toutes les polémiques aux États-Unis, etc. Il y a ce côté maintenant, en fait, le problème maintenant, c'est que on met en avant la presse. Quand il y a une polémique, par exemple dans le cas d'Iron Fist, c'était soi-disant que, enfin, il y avait des polémiques comme quoi il y a des gens qui voulaient que Danny Rand soit joué par un asiatique. Déjà, je comprends pas trop pourquoi, parce que c'est pas comme ça dans le comics, mais bon, soit. Je veux dire, quand il y a des polémiques, je veux dire, il y a plein de webzines, de médias internet francophones qui relayent l'information. Pourquoi ? Parce que mettre polémique dans le titre, ça fait que tu vas aller cliquer dessus. Mais alors après, les gens parfois regardent les séries en ayant une vision biaisée. Surtout, ce qu'il y a aussi, c'est que les séries Marvel Netflix, elles sont attendues au tournant. Daredevil était tellement bien, moi-même, pour pas être déçu, je m'étais dit, ouais, c'est vachement bien, mais j'attends pas trop de Jessica Jones, quoi. Voilà, ils ont mis le paquet sur la première série, pour ne pas être déçu, je préfère partir du principe que ce sera inférieur. Ça a enfoncé le clou, c'était toujours aussi bien. Là-dessus, c'est encore plus attendu au tournant. Luke Cage, ils ont rien osé dire, justement, parce que le côté afro-américain, etc., voilà, on va pas dire que c'est moins bon, alors que c'est bien, mais c'est moins bien quand même. Mais ça, on va pas le dire. Après, voilà, Iron Fist est encore un peu moins bien, mais c'est pas pour ça que c'est mauvais. C'est bien quand même. Mais maintenant, les médias, ils ont un style, soit tu dis que c'est excellent, soit tu dis que c'est mauvais. Il n'y a pas d'entre-deux, il y a que deux extrêmes. C'est bon, c'est mauvais, il y a pas... Enfin, c'est excellent, c'est mauvais. Il n'y a pas d'entre-deux, il y a pas de graduation, là, tu vois, c'est tout de suite... Parce que dire un titre qui dit « Ouais, c'est bien sans plus », ça fait pas aller cliquer, ça fait pas aller regarder.
tu vois, tu dois soit te dire ouais, c'est trop bien, c'est trop excellent et tout, et le mieux encore, parce que c'est ça qui fait cliquer, c'est que dans quelque chose donc qui est super attendu comme Marvel Netflix et qu'à chaque fois c'est bien et tout, c'est dire et voilà, les titres à chaque fois c'était premier échec pour Marvel Netflix. Voilà, premier échec. Ça c'est le titre vraiment qui fait aller cliquer, que les gens vont aller regarder, et certains médias en plus se gênent pas pour avoir vraiment des tons, la manière dont ils écrivent les articles, c'est vraiment du laminage quoi. Il y en a, ça va, je mets pas tout le monde dans le même panier, hein. Il y en a, ils disent voilà, c'est un échec, blablabla, parce que c'est beaucoup moins bon. Ils sont polis, mais t'en as certains, ils hésitent pas à avoir le côté vraiment, allez, voilà, on, on y va quoi, on humilie quoi, c'est parce que c'est ça qui marche, qui fait cliquer et compagnie, et puis après dans les commentaires ils savent ouais non, vous êtes trop sévère, c'est pas si mauvais, ça fait du buzz, ça fait du buzz. Comme je disais, ça reste une série techniquement bien foutue, où il y a des moyens. Certains ont reproché que, effectivement, dans Daredevil, les scènes d'action, comme je dis, c'était des nouvelles manières de faire, c'était les manières amenées par le réalisateur Gareth Evans dans ses films, et donc c'était moderne. Dans Iron Fist, c'est un retour en arrière au niveau des scènes de kung-fu, etc. Il y a vraiment un côté hommage aux vieux films de Bruce Lee, etc. Le côté, on voit bien le coup qui est mis, et que c'est pas très rapide, pour bien justement que ce soit pas des trucs avec le spectateur, ils comprennent rien. Non, ils prennent bien le temps de te montrer les différents coups, les différentes techniques, et donc là-dessus, ça paraît basique. Mais voilà, c'est un hommage, et ce genre, justement, les vieux films de Kung Fu de Bruce Lee, etc. et tout, t'avais des histoires quand même beaucoup plus simplistes, c'était pas développé de la sorte, c'était pas fait avec un soin pareil, donc en fait c'est sympa de voir ça exploité de cette manière-là. Alors les gens ont trouvé aussi que le scénario était plus classique. Ouais, c'est vrai, ça a quelque chose d'un petit peu classique hein, comme scénario, mais quand tu réfléchis bien, Daredevil, c'est une histoire de vigilante, si tu schématises vachement, c'est assez simple aussi, hein, et c'est du déjà vu quand même. Hein. Donc là, une histoire déjà vue, mais après, dans le détail, le développement, non. T'as déjà vu ça dans des films qui durent 2 heures, ou dans des comics qui font 4 chapitres, des choses comme ça. Tu n'as pas vu ça dans une série de 13 épisodes, qui prend bien le temps d'avoir des passages réalistes, de développer les personnages secondaires, d'avoir des sous-intrigues, etc. Non. Tu vois ça, pour une fois, de manière différente. Mais les gens se sont arrêtés au premier épisode, à quelques trucs, ils ont vu le début du concept, ils se sont fait « Ouais, mais c'est cliché, ça m'intéresse pas !» Moi, ce qui me plaisait aussi, c'est que les personnages, moi, tu vois, Danny Rand, il me plaît, quoi, tu vois, il est sympa. C'est le super-héros milliardaire, mais il n'est pas exploité de la même manière qu'un Tony Stark ou qu'un Bruce Wayne, qui est quand même hyper ringard. Hein. Bruce Wayne est coincé. Je veux dire, Danny Rand, il correspond plus aux jeunes milliardaires actuels. Les gars qui ont des styles plus simples et qui se prennent un peu des délires New Age, etc. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que tout son entraînement qu'il a eu à Kunlun et tout, en fait, ça peut paraître une métaphore pour les délires New Age que se prennent les jeunes milliardaires américains. Donc encore plus posé que Luke Cage, il y a vraiment que sur les tout derniers épisodes de la saison que j'étais vraiment pris, que j'étais emballé, que je voulais savoir la suite. Et donc je ne dis pas que j'essaie pas de défendre la série dans le sens c'est excellent et tout. Non, c'est pas excellent. C'est la moins bonne de la phase 1. Mais c'est pas pour ça que ça veut dire que c'est mauvais. C'est exactement comme quand Die Hard était encore une trilogie. Les gens disaient 58 minutes pour vivre, c'est le moins bon. Mais c'est pas pour ça qu'il était mauvais. Il était juste moins bon. Bon, en regardant Iron Fist, j'espère que vous avez encore plus compris que dans les Tortues Ninja, le clan des foot, c'est une parodie de la main. Et donc, je vais arriver à The Defenders, qui est donc le point culminant de cette phase 1. Et je vais commencer par dire que c'est un peu bizarre. Hein. Ils ont fait un peu l'inverse de la phase 1 Marvel au cinéma, où Iron Man, moi, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça... J'ai quand même été un peu déçu. C'était bien fait, avec sérieux, etc. Mais, comme j'en ai déjà parlé souvent, dans la phase 1 Marvel, à part dans Captain America, il y a 3 scènes d'action par film. Moi, un film de super-héros avec 3 scènes d'action, ça me déçoit un petit peu, en fait, quand j'arrive à la fin. Il y avait un petit manque d'enjeu. Jeff Bridges, son méchant qu'il incarnait,
Le rôle en lui-même était pas très intéressant, malgré que lui, je trouvais que lui, il incarnait très bien son personnage, mais le personnage n'était pas très intéressant. Mais après, c'était un film que j'avais bien digéré en me disant, c'est une bonne mise en bouche. C'est une bonne mise en bouche pour la suite. Alors que la suite, ils ont fait des films insipides, et puis les Avengers, c'était l'apothéose, le feu d'artifice, l'histoire était ultra basique, mais on s'en fout, ils sont tous ensemble pour des grosses scènes d'action, enfin une grosse scène d'action qui n'en finit pas à la fin. Les gens avaient misé que ce serait un échec, on se dit c'est pas possible, c'est que ça va foirer tous ces héros ensemble, etc. et tout, et finalement ça a été une grosse claque dans la gueule. Bon, certains, c'est vrai, étaient fort déçus du fait que le scénario soit aussi simple, mais en attendant, ils ne pouvaient pas s'empêcher de dire les effets spéciaux, c'était quelque chose d'innovant. Là, le truc qu'il y a, c'est que ils sont venus avec des choses innovantes, avec Daredevil, Jessica Jones, avec le début de la phase 1. Et moi, dès le départ, à la base, ils avaient annoncé que ce serait une mini-série de 4 à 6 épisodes. Bon, finalement, c'en est 8. Tu regardes, donc la phase 1 Marvel au cinéma, c'est des films d'à peu près la même longueur. Les Avengers, ça dure 2 heures, les autres films durent 2 heures. C'est à peu près la même chose. Là, on a 8 épisodes, alors que toutes les autres séries font 13 épisodes. Et d'ailleurs, c'est justement, je parlais d'un peu de lenteur par moment, c'est peut-être un peu un problème, hein, ces 13 épisodes. Ce seraient des séries qui mériteraient mieux, je pense, d'être en 10 épisodes. Mais donc là, on a une série, d'entrée de jeu, avec moins d'épisodes que d'habitude. Donc, d'un côté, moi dans ma tête, je me dis c'est un peu plus léger, c'est parce que justement on va mettre tous ces héros ensemble et que ça va être plus axé sur les scènes d'action, etc. Et que en fait, niveau scénario, ça va être un truc beaucoup plus simple et beaucoup plus traditionnel aussi de comics, parce qu'à partir du moment où tu fous tous ces gens-là ensemble, ben, c'est pour aller casser de la gueule à des super vilains, hein, c'est pas pour autre chose. Donc je me dis, ouais, ça va être quelque chose de plus traditionnel. Résultat, j'en attendais pas beaucoup. Alors que certains attendaient vraiment l'espèce de feu d'artifice, de point culminant, de climax de la phase 1. Surtout que, et c'est là où c'est contradictoire, c'est que Daredevil saison 2 et Iron Fist, ce sont des séries qui sont que du build-up pour cette phase finale. Donc effectivement, ça devrait être l'apothéose. Que moi je n'attendais pas, mais ça le devrait. Et ça ne l'est pas, parce que d'entrée de jeu, je vais vous le dire, la série, elle est bien, mais elle n'est pas excellente. C'est comme pour Iron Fist. C'est pas génial, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Donc en fait, on commence avec 2 premiers épisodes plutôt assez lents, où on revoit tous les personnages, etc. Donc ça peut déjà ennuyer certaines personnes, sauf que, perso, j'ai trouvé ça super sympathique de retrouver les persos, etc. Surtout qu'il y a quelques dialogues, il y a un brin d'humour dans les dialogues, un brin d'humour qui fait du bien, qui rend les choses encore plus sympathiques. Et en plus, cet humour va rester un peu tout au long de la série, et ça peut déplaire à certains, hein, parce que ça change le ton par rapport aux autres séries, mais ça rend vraiment les choses... Ça fait que cette réunion, ça a l'air vraiment d'être une réunion de potes. Et que c'est la fête. Alors que c'est pas la fête, c'est le bordel, quoi. Mais c'est cette impression que ça donne. Ça donne l'impression d'une petite série fun. Et qui fait justement du bien en attendant les autres saisons. C'est ça qui est contradictoire. Ça devait être l'apothéose. Et donc la conclusion de ce qui s'est passé dans Daredevil et Iron Fist. Mais t'as en même temps l'impression que c'est la petite série pour patienter l'année, les saisons suivantes. C'est ça, en été, bon, il y a Game of Thrones cet été, mais sinon, en été, t'as rien niveau série, et là, on te donne quelque chose. On te donne un petit truc sympatoche, pour bien rigoler, un week-end, le temps d'un week-end. On arrive dans la partie spoiler. Alors, certaines personnes qui pourraient se plaindre que c'est un peu trop traditionnel, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est que souvent, ces derniers temps, dans les films de super-héros, voire même dans certaines fictions d'action, séries d'action, etc., c'est que t'as des gens, ils se retrouvent dans le même bordel, et à peine ils se rencontrent, ces gens, ils sont tout de suite en train de collaborer et compagnie. Ici, c'est pas le cas. Je veux dire, ils se retrouvent au sein du même bordel, puis ils sont réunis là dans le resto chinois, et ils sont un peu en mode genre ouais non attends vous croyez quoi qu'on va être tout de suite potes et que on va que je vais tout de suite vous faire confiance et tout. Non, voilà, ils prennent le temps, t'en as certains qui te disent non, ils prennent le temps de discuter, de poser, de voir qui ils sont, qu'est-ce qui se passe, etc.
Bon, certains vont dire que ça reste quand même un peu rapide, mais bien moins rapide que ce qu'on voit souvent dans des films. Par contre, les fois où ils s'affrontent entre eux, c'est vrai que dernièrement, avec Civil War et compagnie, Batman vs Superman, ça c'est des trucs qu'on a vus dernièrement. Et donc j'allais en arriver aux éléments, moi qui m'ont pas gâché la série, mais aux éléments scénaristiques qui sont un peu ridicules. Euh, en fait, Luke Cage, soudainement, là, tu sais, quand il est avec Iron Fist et qu'il va se bastonner, tu sais, soudainement, il y a quelqu'un, enfin, il se met à défendre un gangster. Tu regardes sa série, il a cassé la gueule à des gens pendant je sais pas combien de temps, et là, soudainement, parce que plus ou moins il connaît la famille, il veut prendre la défense de ce criminel. Du mec qui est en train de faire le criminel. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se dire, oui, mais c'est parce qu'il a besoin d'argent, il a des raisons de faire ça, et compagnie. Euh, je dis ça comme ça, les autres gens à qui il casse la gueule d'habitude, c'est juste qu'il les connaît pas. Ces gens ont peut-être aussi des raisons, ces gens ont peut-être aussi une famille. Pour citer Austin Powers, on ne pense jamais à la famille des hommes de main. L'autre truc sur lequel on peut un peu chipoter et que justement qui fait un peu série mal gérée, c'est Stick qui s'amène et genre sa seule obsession c'est Iron Fist. Et qu'on apprend que ça a toujours été ça son obsession, c'est Iron Fist, et tu te dis, bah alors pourquoi tu t'es pas montré pendant la saison 1 de Iron Fist, et que c'est soudainement maintenant qu'on te voit et que t'es obnubilé par ça. Alors l'autre truc sur lequel on pourrait chipoter, c'est que la main, ils ont pas des super pouvoirs, ils ont pas des armes genre de la technologie avancée, ni rien, etc. Donc, d'une certaine manière, on se dit, pourquoi on leur envoie pas juste le SWAT leur péter la gueule? T'as pas besoin, c'est ça le pire, c'est qu'il n'y a pas besoin de cette équipe de super-héros pour aller casser la gueule à ces gens-là. Alors on va dire, ouais mais non, mais ils sont infiltrés partout, dans le gouvernement, dans l'armée, à la police et tout. Mais justement, ça peut faire des éléments scénaristiques, tu vois. Je veux dire, tu préviens les flics ils font des enquêtes en interne, etc. Et puis t'envoies la police, le SWAT, une task force antiterroriste, les militaires, etc. Tout à l'immeuble, je sais plus comment il s'appelle, et bon voilà, et qui tirent dans le tas. Et c'est bon parce que bon, la main avec leurs petites armes blanches, ça c'est le côté un petit peu kitsch du concept de la main, amené donc par Frank Miller et dont se foutaient la gueule les créateurs des Tortues Ninja. Je veux dire, bon voilà, moi je l'accepte, hein, je veux dire, c'est une fiction, ça n'a pas à être réaliste. Ça peut en déranger certains parce que justement la série avait commencé en étant très réaliste et effectivement je l'ai dit un peu pour Jessica Jones et Luke Cage, j'étais parfois un petit peu dérangé par soudainement des petits trucs un peu plus farfelus, typiquement comics. Mais ici ça m'a pas dérangé parce que d'entrée de jeu la série commence avec un côté fun comme j'ai dit, donc ça me dérange pas. Pour rester là-dessus, à la base, les super vilains, je veux dire, les archétypes de super vilains, tu vois, t'as Fantomas, t'as Fu Manchu, des personnages comme ça, ils étaient affrontés par des gens normaux, pas par des super-héros. Et en fait, donc les organisations comme la main, les organisations criminelles, je veux dire, si tu remontes loin dans la littérature, dans la vieille littérature, si tu remontes à 1863, il y a les Habits Noirs de Paul Féval, qui est plus connu pour les bossus, mais il a sa série Les Habits Noirs, qui est une série centrée sur une organisation criminelle qui existerait depuis longtemps et qui a des ramifications mondiales. C'est exactement ça, hein. Ça c'est l'ancêtre des trucs comme la main. Et voilà, et là, t'avais pas de super-héros pour les affronter. Donc c'est comme ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je conseille là-dessus la BD Nemesis de Mark Millar. C'est le gars qui a fait Kick-Ass, Kingsman, Wanted. Et en fait, il était parti du principe que ça se faisait plus, ce genre de série où t'as un super vilain mais t'as pas de super-héros en face. Ça se faisait plus, et donc les gens se disent « Ouais, mais non, mais c'est ringard. » Non, non, il a fait ça, il a à sa manière, sa vision des choses, modernisé là-dessus, et c'est hyper crédible, c'est une super bonne BD, quoi. Enfin un super bon comics, super bon graphic novel, pour être plus précis. Et donc ça fait encore plus regretter que Christophe Gans n'ait pas pu faire son Fantomas. Parce que pour ceux qui ne savaient pas, quand Christophe Gans a vu Iron Man, il s'est dit « Allez, j'ai envie de faire un reboot de Fantomas. » C'est-à-dire quelque chose dans la lignée de Iron Man, un truc, c'est-à-dire que d'un côté, qui soit en même temps respectueux du matériel de base, mais qui le modernise. Et le seul problème, c'est que le producteur, Thomas Langman,
Lui, il voulait faire un truc qui soit proche des Fantomas avec De Funès, qui est un peu une honte pour ces films-là. Ça a fonctionné, mais c'est une honte pour le matériel de base, quoi. Je veux dire, moi, franchement, quand je vois les affiches promotionnelles qui avaient été faites, je me dis qu'il y avait moyen de faire quelque chose de vachement intéressant. Et donc, encore plus, quand tu lis la BD Nemesis, tu te dis, ben oui, oui, il y a moyen de faire des choses intéressantes avec un super vilain et les autorités normales en face, quoi, hein, les forces de l'ordre en face. Pour en venir à Sigourney Weaver. Moi, j'étais content quand ils avaient annoncé que c'était Sigourney Weaver qui faisait la méchante. Pourquoi ? Parce que elle a incarné Ripley, qui était une héroïne iconique. Dans le premier film Alien, on pouvait pas savoir que ça allait être l'héroïne. Ça allait être un équipage, et c'est la dernière, c'est la survivante. Alors certains en ont fait une icône féministe, et ça, pour une fois, c'est un meilleur choix que Daenerys. J'ai expliqué que c'était absurde. Là, bon, voilà, c'est la survivante, tout le monde s'est fait buter, les mecs se sont fait buter, la femme, elle s'en est sortie. Sauf que j'ai envie de dire, c'était pas la seule femme de l'équipage. Quand même, nuance. Donc c'est dans le film suivant, où là, elle passe vraiment pour l'héroïne badass qu'elle est, mais tout en gardant un côté féminin, parce que elle a son côté maternel, etc., et tout le bazar. Donc, mais après, c'est un peu le rôle de sa vie, hein, elle a fait essentiellement ça, et donc c'était bien de la voir une fois dans le sens inverse, d'être la vilaine de l'histoire, quoi. C'est vraiment sympathique d'annoncer ça, sauf que plus la série approchait, plus dans mes souvenirs, c'est peut-être un peu faussé dans mes souvenirs, mais je me dis qu'en fait elle a eu du bol d'incarner un personnage, un super personnage, et qu'elle a joué dans des films cultes, mais qu'en fait, en y réfléchissant, je me disais, c'est pas une super actrice. Bon, d'abord, moi, je l'ai jamais trouvée jolie, mais ça, on s'en fout. Mais j'ai soudainement un souvenir que je la trouvais pas excellente et pas super charismatique, en fait. Mais c'est peut-être faussé, parce que ça fait longtemps que j'ai pu regarder ces films-là, en fait. Hein. Et là, en fait, je trouve qu'elle est hyper bien. Elle est hyper bien. Sauf que, encore une fois, c'est comme pour Cottonmouth, c'est comme pour Jeff Bridges dans Iron Man 1, je trouve que le personnage est pas génial. Elle l'interprète hyper bien. Mais voilà, malheureusement, le personnage n'a pas de charme, en fait. Pour rester dans le spoil, dans les trucs, moi je m'y attendais pas. Certaines personnes ont dû s'y attendre. Moi j'ai pas trop cogité, je me suis laissé porter par le flow du feuilleton, de l'histoire. Mais que Alexandra se fasse tuer par Electra. Donc voilà, moi je m'y attendais pas, je pense que certaines personnes s'y attendaient. Voilà, mais c'est quand même sympatoche d'avoir quand même des retournements de situation. Pour conclure, je sais pas si vous savez la nouvelle, mais Disney va lancer sa propre plateforme du style Netflix. Ils vont retirer tous leurs feuilletons, toutes leurs feuilletons à licence qu'il y a pour ABC, pour Netflix, etc., pour le mettre sur leur plateforme à eux en 2019. Donc Daredevil, tout ça et tout, Marvel, hop, ce sera plus sur Netflix, ce sera sur Disney. Ça peut être positif, l'air de rien, parce que, en fait, ils vont devoir envoyer du lourd en 2019 quand ils vont lancer leur concept. Et donc, soit ce lourd, ce sera via de nouvelles séries, et pour Daredevil, etc., les séries Marvel, ils vont se contenter de rester dans ce qui a déjà été fait, ou alors ils vont se dire, on doit passer un nouveau palier, mettre encore plus de pognon, être encore plus impressionnant. Ça peut être le cas. On peut se dire que ça peut potentiellement augurer du bon. Mais n'empêche, c'était à prévoir. Hein. Le fait que, comme ça, ils balancent des séries sur Netflix et qu'ils mettent autant de pognon dedans et que c'est aussi bien fait, etc., tu sens que c'était pour prendre la température. Hein. Là, en fait, c'est un peu de l'espionnage industriel, etc. Ils ont fait un peu leur Bill Gates hein, là-dessus. Fallait s'y attendre. Hein. Et donc, prochain rendez-vous Marvel Netflix, c'est la série The Punisher. Celle-là, je l'attends. Il y a déjà un teaser qui circule avec... ce que je vois dedans me hype pas tellement. La musique, un petit peu, je sais pas pourquoi, qui vient en fin de teaser, me chauffe un petit peu. Mais j'ai oublié de mettre mon t-shirt Daredevil, ça va pas ça. Oh là là quoi, mais ce fail.
Et le pire, c'est que je m'en suis rendu compte pendant la vidéo, hein, j'étais en train de... Je me vois sur le petit écran, là, qui est à côté, là. Et à un moment, je fais, putain, c'est quoi ce logo Batman dégueulasse? Ah, bordel de merde! Le t-shirt Daredevil! Le fail ultime. Je vais aller pleurer tout l'après-midi dans mon coin. Bon, n'oubliez pas de liker, parce que c'est important pour, après, le référencement dans Google, aller commenter, etc. Et si vous pouvez partager, et compagnie, et tout.